Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace et 100% régionale. Au sommaire du cinéma, de la littérature, du sport. En littérature, tiens, ça sera Martial Lebrief qui va nous rejoindre dans quelques minutes avec notamment un des magnifiques livres « Quand bruissent les ailes des libellules ». Éric Borner, notre magicien et mentaliste, est en live ce soir sur le plateau. Du cinéma avec Tout nous sourit de Mélissa Drijard avec l'actrice Elsa Zilberstein qu'on reçoit dans quelques minutes. Et l'organisateur de la course automobile mythique, les 500 Nocturnes, Yvan Le Swarn, il sera tout à l'heure sur ce plateau. Avant cela, ce que je vous propose, c'est le JT Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est l'actualité de ce mardi 10 mars, c'est l'épidémie de coronavirus qui se poursuit en Alsace avec, au-delà de la santé, des conséquences sur les entreprises locales, notamment dans l'événementiel, comme nous le verrons à Vendenheim. Le fonctionnement des écoles aussi est perturbé. Dans le Haut-Rhin, elles sont toutes fermées pour 2 semaines et mettent en place, tant bien que mal, de l'enseignement à distance, comme ici à Pfastatt. Et puis, à 5 jours du premier tour des élections municipales, on poursuit notre présentation des candidats strasbourgeois, colmariens et mulhousiens avec Clément Soubise ce soir pour la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. L'épidémie de coronavirus ne faiblit pas, donc. Aux 246 malades officiellement comptabilisés ce matin en Alsace se rajoutent les quarantaines et l'impact sur l'économie locale se fait déjà sentir, comme nous le montre Camille Roland. À Vendenheim, depuis samedi dernier, le traiteur Kiefer tourne au ralenti. Alors qu'à 7 heures de la matinée, l'effervescence devrait être à son comble, les salles de préparation sont vides, donnant l'image d'un laboratoire fantôme. Là, nous sommes dans le garde-manger, donc la cuisine froide. Normalement, il y a 5 personnes qui travaillent ici. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne, hein, il n'y a aucune production. L'atelier est propre, on n'aura même pas besoin de le nettoyer ce soir. Seul un quart des salariés et quelques stagiaires sont présents pour réaliser les commandes du jour. Et elles sont peu nombreuses, une trentaine de prestations ont été annulées. Alors le chef cuisinier doit s'organiser. Ce qui est un peu compliqué à ce jour, c'est que nous, en fait, on est efficient et quand on a beaucoup de commandes, et que c'est vrai que dès qu'on a que des petites commandes, c'est beaucoup plus dur à gérer. Parce qu'au lieu de faire des grandes séries, eh ben, on fait des petites séries, donc on multiplie les recettes, donc on a plus de manipulation et ça nous prend plus de temps. Donc effectivement, c'est dur de gagner sa vie sur des mois comme ça. Pour l'entreprise, l'impact financier est important. Les annulations représentent une baisse de 500 000 € de chiffre d'affaires. Depuis l'annonce, je dirais début du mois de mars, des restrictions liées à la crise du coronavirus, donc à savoir limitation à 5000 personnes, il y a un afflux d'annulations. J'ai déjà dû malheureusement mettre en place un certain nombre d'actions immédiates. Donc depuis hier, je suis en chômage partiel. J'ai obtenu un report des charges sociales patronales. Maintenant, tout ça, ce ne sera pas suffisant. Donc nous, dans la profession, on attend du gouvernement des aides, mais de vraies aides financières, pas que des facilités de caisse. Comme 900 autres entreprises en France, Kiefer Traiteur a déposé une demande de chômage partiel auprès du ministère du Travail. Ce dispositif adapté pour faire face à la crise permet à la société d'obtenir une indemnisation de 7,75 € par heure de travail et aux salariés de percevoir 70% de leur salaire brut. Une concession que certains employés sont prêts à faire. Nous, on est annualisé sur les heures. Donc on va faire descendre notre compteur d'heures, on va aller en négatif, moins 150. On va récupérer aussi un petit peu des heures sur des jours de repos qui nous restent, des congés payés de cette année. Et après, on verra quoi. Si ça se maintient, on sera obligé d'aller en chômage partiel. C'est notre société. Moi, comme je dis, ça fait 15 ans que j'y suis. Voilà, je veux dire, on est attaché à la société. S'il faut faire un effort, on le fera, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Et ce ne sont pas uniquement les traiteurs qui sont touchés, mais tout le secteur de l'événementiel, avec les loueurs de salles, de vaisselle, les agences, mais aussi l'hôtellerie et la restauration. À l'angle de la rue Kuhn, l'un des hôtels de la Petite France est depuis peu boudé par les touristes. Ici, si le téléphone de la réception sonne toute la journée, c'est surtout pour annuler les réservations. Est-ce que c'est un plus Monopoly Métropole Claudine à votre service?
Oui, j'ai bien la réservation, je l'annule, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup pour votre appel, à bientôt, au revoir. Depuis 8 jours environ, on n'a que des annulations, quasiment aucune réservation. Les réunions annulées, les réunions reportées à plus tard, les personnes âgées qui ne veulent pas voyager. Voilà. Les demandes qu'on a, c'est pour août, septembre, octobre, mais avant, les gens ne réservent plus. Cette semaine, sur les 81 chambres réservées, 15 sont finalement occupées. L'hôtel enregistre donc une baisse de fréquentation de l'ordre de 80%, une situation qui inquiète les entreprises du secteur du tourisme dans toute la région. On est très inquiet pour beaucoup de nos entreprises, d'autant que ça vient à une période où la trésorerie est traditionnellement au plus bas. Déjà, vous avez des consignes de grandes sociétés qui recommandent à leurs salariés d'annuler tous les déplacements. Vous avez la session parlementaire qui a été annulée. Donc c'est vraiment l'ensemble de la clientèle qui est concernée. Je crains que ça dure. Le danger, c'est plus de perdre les capacités de payer les salaires, d'investir, de rembourser les emprunts, et donc de mettre la situation financière des entreprises en grand péril. Alors que la psychose gagne les touristes, la majeure partie des hôtels de la région voient leur chiffre d'affaires baisser. Ici, le directeur de l'hôtel estime la perte de 60% pour le mois de mars. Et pour faire face à cette situation, une réunion avec les acteurs économiques de la région était organisée cet après-midi au siège de la région Grand Est. L'occasion pour la collectivité d'annoncer des mesures pour accompagner les entreprises impactées par cette crise. Des mesures prises avec l'État et les partenaires économiques comme BPI France ou les agences de développement économique. On écoute tout de suite Jean Rotner, président de la région Grand Est. Nous mettons, avec la BPI, un pré-rebond qui permet de mobiliser des fonds et permettant à l'entreprise de passer ce moment délicat. La région a mobilisé 25 millions d'euros. Nous étions partis sur 15 millions. Nous avons monté aujourd'hui cette somme à 25 millions d'euros. Ce sont des facilités de paiement et en même temps, comme président de région, j'ai pris la décision également de différer les avances sur un certain nombre d'autres process de soutien aux entreprises, de manière à ce qu'elles ne soient pas obligées de rembourser dans cette période difficile, mais que nous attendions qu'elles puissent le faire dans une situation beaucoup plus favorable. Et en plus du prêt rebond, un pacte de relocalisation a été mis en place. Dès le mois d'avril, un accompagnement se fera via les agences de développement économique du territoire et des prestataires externes. Un financement sera également dégagé pour aider les entreprises, comme l'explique Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est. On voit bien dans cette crise que la dépendance d'autres États peut être problématique. La région Grand Est a une carte à jouer. Elle a une carte à jouer parce qu'elle a une industrie qui est plutôt florissante. Elle a des atouts de territoire et se mettre dans la logique d'ailleurs de tout chef d'entreprise. Une logique d'anticiper, une logique de vision stratégique pour un territoire et pour pouvoir effectivement être efficace quand la phase 4 arrivera. Des propos recueillis par Cécile Motz. Et les écoles aussi s'adaptent. Depuis hier matin, elles sont toutes fermées dans le Haut-Rhin. Mais si les enfants sont restés chez eux, ils ne sont pas en vacances pour autant. Chaque établissement a le choix entre élaborer sa propre méthode pour poursuivre l'enseignement à distance et s'appuyer sur le CNED. Exemple à l'école élémentaire Fellacker à Pfastatt, Marine Zis. En ce mardi après-midi, les couloirs et les classes de l'école élémentaire Fellacker à Pfastatt sont bien vides. Sandrine Hartmann, directrice de l'établissement depuis 20 ans, n'avait jamais fait face à une telle situation. Suite à l'annonce du ministre, il a fallu réagir effectivement très rapidement. Donc dès samedi matin, j'ai pris l'initiative d'appeler téléphoniquement chaque parent d'élève pour les informer de la situation. Certains parents étaient au courant, d'autres ne le savaient pas. Et durant le week-end, j'ai réussi à joindre les 205 familles de l'école pour les informer de la situation. J'ai également été en contact avec mes collègues durant le week-end, contact permanent. Et nous avons décidé, j'ai invité l'équipe à nous retrouver lundi matin à l'école. Et nous avons décidé ensemble de la continuité pédagogique que nous allions mener par rapport à cette situation inédite. L'équipe d'enseignants a fait le choix de créer une boîte mail dédiée à chaque classe. Chacun des enseignants a alors imaginé des exercices de révision en lien avec les derniers apprentissages qui ont été faits. Les travaux ont ensuite été envoyés par mail à chaque parent d'élève. Le travail qui est fait sur ces 2 semaines-là, on va le reprendre en classe, on va faire une correction collective, où effectivement tous ces documents-là seront collés dans le cahier du jour, comme ça on aura la trace de ce qui a été fait,
Et donc les parents reverront effectivement la correction aussi avec eux. Et c'est vrai qu'après avec l'adresse mail, les parents s'ils ont une question, ils envoient un mail, on leur répond directement. Ou au pire, on peut téléphoner également. Donc il n'y a pas une coupure qui est faite entre la relation entre enseignants et parents. Donc c'est une continuité qui est faite. Si la plupart des enseignants ont choisi d'envoyer des exercices sous forme traditionnelle, Anthony Agnès a choisi, lui, le PowerPoint. Ils ont l'habitude de fonctionner avec les PowerPoint, je le fais depuis le début. Et on fait toujours la même méthode, donc le PowerPoint, on le lit tous ensemble avec des entraînements. On lit la leçon tous ensemble et après on fait des exercices. Donc tout ça, c'est une méthode qu'ils connaissent très bien. L'objectif est donc de garder une certaine continuité. L'ensemble des élèves ont de quoi faire pour cette semaine. Les enseignants leur transmettront le travail pour la deuxième semaine lundi prochain. Et si les écoles devaient être fermées plus longtemps que les 15 jours prévus pour le moment, de nouvelles méthodes pourraient être utilisées, comme des cours virtuels par exemple. Et dans le reste de l'actualité, la campagne pour les élections municipales se poursuit, même au ralenti. La plupart des têtes de liste ont annulé leurs gros meetings, privilégiant les plus petites réunions. Et parmi les 11 candidats de la capitale alsacienne, on vous présente ce soir Clément Soubise de la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. Un reportage d'Adrien Laby. Clément Soubise, 32 ans, numéro 1 de la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. Cheminot engagé dans les luttes sociales, il se présente dans la liste soutenue par le nouveau parti anticapitaliste. Leur objectif, faire entendre la voix des travailleurs aux élections municipales. Voici leur programme pour Strasbourg. On a plein de projets pour Strasbourg. Pour Strasbourg, ce qu'on n'a pas, c'est des promesses. Parce qu'on n'est pas insensible au fait que les grandes avancées sociales, aucune n'a été donnée comme ça gratuitement par un maire ou par un politicien, fût-il de gauche. Elles ont toutes été conquises par la lutte. C'est nos mobilisations collectives qui pourront changer nos vies, c'est certainement pas un bulletin de vote. Alors paradoxalement, ça, on a envie de le dire dans les élections. Il y a eu un certain nombre de luttes ces derniers mois, ces dernières années. On pense qu'il faut qu'elles s'expriment dans tous les domaines, y compris dans les élections. Et puis que si les travailleurs de Strasbourg choisissaient de nous envoyer au conseil municipal, on pourrait y faire un certain nombre de choses. On pourrait y être leurs oreilles et leurs yeux, les avertir de tous les sales coups qui s'y préparent, et on pourrait y être leur voix, c'est-à-dire porter leurs paroles, porter leur colère. Pas dans l'espoir de convaincre qui que ce soit dans une assemblée de notables, mais parce que ça leur ferait pas de mal quand même de se prendre nos vérités dans les dents une fois de temps en temps. Dans un contexte social bouillonnant, la liste anticapitaliste souhaite s'inscrire dans la continuité des mouvements de ces dernières années. Gilets jaunes, réforme des retraites, lutte des hospitaliers ou encore de l'enseignement. Pour porter ces combats dans la campagne, la liste se compose d'acteurs de ces différentes mobilisations. On est une liste qui est constituée de travailleuses, de travailleurs avec ou sans emploi, de jeunes, de syndicalistes, de gilets jaunes, de gens qui, d'une façon générale, ont pris leur part dans les grèves, dans les luttes de ces dernières années. Et se présenter aux élections municipales pour nous, c'est juste continuer ça. C'est faire prendre à cette voix des colères ouvrières, une autre échelle grâce aux élections. Pour la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire, peu importe le résultat des élections, le troisième tour se jouera de toute façon dans la rue. Ils tiendront un meeting jeudi soir à la maison des associations. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Odiviane. Parce qu'il faut aussi en rigoler. Toutes ces satires liées au coronavirus n'ont pas été créées par des Alsaciens, mais vous êtes très nombreux à les relayer sur les réseaux sociaux. Et on a bien rigolé, et c'est peut-être une bonne barrière contre la déprime qui gagne. Attention, toutes ces parutions sont des plaisanteries, je le rappelle, surtout celles qui annoncent la collecte des billets de banque en vue de leur décontamination. Voilà un petit peu d'humour pour clore ce JT. Merci beaucoup Anna, on accueille le plateau du soir. La réalisatrice Mélissa Drijard venait nous rejoindre avec l'actrice Elsa Zilberstein et nos chroniqueurs Eric Borner, Martial Debrief, autrement dit de la magie et de la littérature. On parle ce soir cinéma, tout cela c'est juste après la météo en Alsace. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo de ce mercredi 11 mars et c'est un temps plutôt maussade qui nous attend au lever du soleil en ce mercredi matin. Toujours beaucoup de passages nuageux sur l'ensemble du territoire transfrontalier et même des averses qui persistent dans le nord et dans le sud du territoire. Côté Mercure, ça grimpe par contre et dès mercredi matin, vous le voyez, les températures pourront atteindre les 11 degrés en Alsace. Ce sera pour Colmar mercredi matin, 10 degrés sur la majeure partie du territoire transfrontalier, 9 degrés la minimale, ce sera pour Sarre-Union.
L'après-midi, ça s'arrange, enfin on peut le dire comme ça, un petit peu plus de soleil en tout cas, quelques passages d'éclaircies qui progressent notamment sur le centre Alsace ainsi que du côté de Saverne. On retrouve quelques pluies encore dans le nord et dans le sud du territoire. Par contre, les températures grimpent et nettement l'après-midi, comptez jusqu'à 15 degrés, ce sera pour Strasbourg, 14 degrés pour Colmar, 12 degrés la minimale, si on peut dire, ce sera pour Mulhouse ou encore pour Wissembourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi avec une nette amélioration cette fois, beaucoup plus de soleil malgré des nuages bas qui persistent et encore quelques gouttes de pluie prévues dans le nord du territoire transfrontalier. Les températures pourront atteindre les 14 à 15 degrés, ce sera pour l'Alsace en ce jeudi après-midi. Mercredi, nous serons donc le 11 mars et nous fêterons les Rosines. Le soleil se lèvera à 6h49 pour se recoucher à 18h28. On gagne encore 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Et on parle cinéma ce soir. Elsa Zilberstein était à l'instant même en train de faire une story sur Insta. Ça va, Elsa? Ça va très bien. On est ravis de vous accueillir avec nous. Mélissa Drijard, vous réalisez votre deuxième film. Exactement. Le premier avait super bien marché, jamais le premier soir. Là, vous revenez avec Tout nous sourit. Et visiblement, tout vous sourit parce que vous avez déjà un prix du jury pour ce film. Elsa, prix d'interprétation féminine. Et votre partenaire, prix d'interprétation masculin. Absolument. Ça démarre pas mal, Mélissa, tout ça. Ça démarre très bien. On n'a pas boudé notre plaisir, on était fous de joie à l'Alpe d'Huez. Ah bah 3 prix la première fois, c'est plutôt pas mal. Elsa, qu'est-ce que vous connaissez de notre région de l'Alsace? J'adore votre région, j'adore Strasbourg. J'ai tourné un film de Philippe Claudel il y a quelques années qui s'appelait « Il y a longtemps que je t'aime ». Voilà, un film qui est merveilleux et pour lequel j'ai eu le César. Et donc c'était dans cette région, c'était pas à Strasbourg même, c'était à Nancy pour être précise. Donc c'est que des good vibes. Donc voilà, j'adore Strasbourg, c'est une ville extraordinaire. Allez, je vais pitcher le film si vous voulez bien, Mélissa. C'est tout sourit à ce couple, Audrey et Jérôme. Ils ont la quarantaine, ils ont des bons jobs, ils ont 3 grands ados à la maison. Et ils décident de partir en week-end, chacun de leur côté, mais avec leurs amants et maîtresses respectifs. Sauf qu'il va y avoir évidemment un gros problème, c'est qu'ils vont aller tous au même endroit, dans la maison de campagne familiale. Ce qui devait arriver arriva, évidemment. Ils vont se croiser, mais ils vont également croiser leurs enfants, leurs parents. Bande annonce. Maman, tu vas te mettre en retard. Ah oui, faut que j'y aille. T'embrasses pas papa? Ah si, je suis folle. Ça va? Ça va. Tu t'embrasses pas, on sait jamais. La maison de campagne, appartient à mes beaux-parents, on vient tous un peu quand on veut. Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme? Qu'est-ce que c'est? Jérôme, c'est pas du tout ce que tu crois. Dis quelque chose, mon amour. Mais c'est qui elle? Ah, c'est une blague. C'est surréaliste. Excusez-moi, je voulais juste vous dire... Ta gueule! Tu fous le camp, toi. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, papa. Ah, c'est vous? Je t'en supplie, on leur dit rien. Oh, bah, vous avez des amis? Oui. Vous, Alberto, vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. C'est le pizzaïolo du coin de la rue. Vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de pizza à l'intérieur? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Personne ne bouge! Mais vous êtes défoncé en fait. Vous avez pris quoi? L'autoroute, je crois qu'on a pris l'autoroute. Elle est où ma sœur? Moi je pense à vous et aux enfants. Je me dis que le bonheur est possible. Non mais vous êtes tous devenus fous ce matin. Hein. Vous avoir ici tous, c'est formidable. Je vendrais un rein pour avoir votre vie. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le temps a passé, c'est tout. On a oublié qu'on avait tout. Et ben on n'a plus rien, c'est ça? Alors tu vendrais toujours un rein pour avoir ma vie? Encore plus depuis que je sais que tu t'es tapé Alberto. Et voilà, ça sort le 8 avril. Elles sont avec nous, Mélissa Drijard et Elsa Zilberstein. C'est presque du vaudeville, mais c'est pire en fait. Il n'y a pas le cocu qui sort du placard, il y a tout le monde qui part en vrille, hein, Mélissa. Oui, bah, on avait envie avec Vincent Juillet, mon co-auteur, d'écrire, parce qu'on avait écrit beaucoup de théâtre, d'écrire quelque chose qui part sur une histoire un peu vaudevillesque pour raconter la famille et surtout l'amour. Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous convaincre, Mélissa, Elsa? Il n'y a pas eu beaucoup besoin de me convaincre. J'ai lu le scénario que j'ai trouvé absolument brillant parce que je trouve que c'est assez rare de lire des comédies
qui sont en même temps drôles et émouvantes, et qui ne sont pas dans des effets... je trouve qu'il y avait des personnages en chair et en os, avec leurs souffrances, leurs blessures, leur humanité, leur envie de perfection. Et puis, il y avait des vrais sujets sur le couple. Je trouve qu'ils parlent de nous tous, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dans le couple? À quel moment on se dit qu'on s'est presque menti? Finalement, c'est un jeu de... Est-ce qu'on est dans des jeux de rôle les uns les autres? Qu'est-ce qu'on attend d'une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on attend de la famille dans laquelle on est? Avec des beaux dialogues, on a oublié qu'on avait tout. Voilà, et en fait, le film parle de ça. Parle de mon personnage, elle prend un amant au début du film pour se donner un espèce de frisson, et peut-être que finalement, il sert à ce qu'elle se rende compte qu'elle aimait encore son mari. Alors, comment avez-vous été dirigée sur ce film? Très bien. Vous savez... Je n'en doute pas. Ouais. J'ai été dirigée, vous savez, d'abord, c'est un travail de groupe de faire un film. Moi, je travaille toujours beaucoup en amont. Donc, je prépare énormément. J'essaie de comprendre qui est le personnage, qui est cette Audrey, qu'est-ce qu'elle veut plus. J'essaie de trouver sa colonne vertébrale. Et puis ensuite, un metteur en scène, Mélissa Drijard, qui est là. Et on a une entente assez merveilleuse. Et tout ce que je fais, c'est que moi, je propose, elle dispose. En fait, je propose, j'amène tout ce que je peux amener avec l'écriture, avec tout ce qu'ils m'ont donné. Et puis après, on essaye de faire s'envoler les scènes, d'avoir... Finalement, c'est de trahir toujours un peu, pas trahir, mais de faire que les scènes, on les transcende et elles s'envolent. Et c'est le cas, Mélissa? Il y a des scènes où vous avez été bluffée, étonnée par les comédiens? Mais moi, j'ai été bluffée par Elsa avant de tourner avec elle. J'ai écrit le film en pensant à elle dans le rôle d'Audrey. Et puis, j'étais aussi... très fan de Guy Marchand, évidemment. Stéphane, j'avais trouvé formidable dans le jeu de Fred Cavaillé. Évidemment qu'on a un amour fou pour ces acteurs, on les a choisis. Donc, Guy Marchand, vieillissant, poète à César dans le film. Oui, Guy, quand je lui ai proposé le film, il m'a rappelé, il m'a dit « Oh, un vieux qui aime la poésie, le cul, c'est pour moi. » Ça marche très bien. Qui c'est qui a écrit la poésie à la fin? C'est Vincent et moi. Eh ben bravo, parce que voilà, ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un film sur des quarantenaires qui n'ont pas envie de vieillir, qui ont envie d'avoir des émotions, qui ont tout réussi, qui ont des beaux enfants. Leur problème, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vieillir. Je pense qu'ils ont envie d'être dans la vérité et de relancer leur histoire d'amour et d'être dans une vérité, de ne pas passer à côté de leur vie, tout simplement. Et puis c'est plutôt un film aussi sur la famille, sur qu'est-ce qu'on donne à voir, comment on se ment les uns les autres, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est pas... Non, au contraire, ils sont pleinement, à 40 ans passés, ils ont envie de profiter de leur vie et d'être dans la vérité. Il y a un personnage qui est formidable, qui n'a pas de texte, c'est le petit dernier, qui a son iPad du début à la fin, et qu'est-ce qu'il occupe l'écran? C'est drôle comme ça, les personnages. Il est formidable. Mais c'était marrant parce que moi, quand je l'ai vu en casting la première fois, c'était vraiment un casting sauvage. C'était vraiment compliqué de trouver des ados. Je les trouve absolument formidables. Et Étienne, il a ouvert la bouche. Et j'ai trouvé qu'il avait une vérité, une sincérité. C'est vrai, je trouve quand il dégage ça comme ça pendant tout le film. Et c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, mais on le voit énormément. Et ça marche. Elsa, votre métier, c'est de divertir les gens. C'est difficile de jouer la comédie, de faire rire les gens? C'est plus compliqué de faire rire. En fait, je me dis jamais ça. Je n'essaie pas de faire rire les gens du tout, du tout. Je prends un rôle et j'essaie juste de le mener avec ma vérité, trouver la vérité. Jamais de ma vie, j'essaie de faire rire. Après, c'est les situations, c'est les dialogues qui sont drôles. Mais je me suis jamais dit, il faut que je sois drôle. Ça serait la pire des choses. Oui, mais moi, je sais. Très drôle. Oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes drôle. Très drôle. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je n'essaye pas... En fait, quand tu prends un rôle, tu es avec lui et tu n'essaies pas de te dire, tiens, j'ai l'extérieur, je vais faire des... Bien sûr. Pour moi, les acteurs que j'aime, en tout cas, les acteurs chez Woody Allen, par exemple, ils n'essaient pas d'être drôles, ils sont drôles malgré eux. Et c'est plus ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas plus compliqué à jouer un rôle drôle que dramatique. Pour vous, c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est totalement pareil. Et là, vous jouez effectivement une elle star de la télé qui fait 15 points d'audience, qui est mais par exemple, connue. au début, elle trompe son mari, elle rencontre que son mari débarque. Et elle est en larmes, vraiment, parce qu'elle se dit, mince, je vais perdre mon mari. Donc, quand tu es dans la vérité d'une situation... T'essaies pas de te dire, oh je fais une comédie, donc jamais. Non, c'est exactement pareil. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a Christophe Maé dedans, tout le monde danse. Pourquoi ce choix-là? Parce que déjà, j'adore Christophe Maé. Eh ben moi aussi. C'est vrai? Eh ben c'est bien de l'avouer. On n'est pas beaucoup à l'avouer, pourtant c'est un énorme vendeur. Donc je me dis à chaque fois où sont les gens qui se cachent. Et c'est plein de poésie. et voilà, je suis comme le personnage d'Audrey, j'ai des goûts très populaires.
et j'assume. Et je suis fière que cette musique soit dans le film. Eh ben, tout à fait. Et un dernier petit mot sur Émilie Kahn, qui est votre sœur dans le film, super, divorcée et dépressive. Elle est formidable. Voilà. Qui est dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est l'actrice qui joue une des filles du bon Dieu. Ouais. Elle est merveilleuse, ouais. Et donc, importance du casting, c'est ça, c'est d'avoir les bons pions, les bonnes personnes pour faire une comédie qui Oui, parce que sinon, va fonctionner. les films ne s'envolent pas. Enfin, on peut avoir le meilleur scénario du monde si on n'a pas les acteurs qui vont avec. Eh ben, tout va vous sourire, je le pense, Mélissa Drijard, Elsa Zilberstein. Vous restez quelques instants avec nous parce qu'il y a Eric Borner qui a rendu sa montre à Elsa Zilberstein. Je tiens, je tiens quand même à le dire. Il m'a piqué ma montre, je m'en suis pas rendu compte. Maintenant, juste avant, encore le film sortira, c'est le 8 avril. Et si vous êtes très très rapide, vous pouvez encore le voir ce soir à 20h à l'UGC Ciné-Cité à Strasbourg, en présence de la réalisatrice et l'actrice. Mon cher camarade Eric Borner, c'est à toi. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Et voilà Eric Borner avec nous. Eric, vous avez 5 minutes maintenant pour nous faire un tour exceptionnel de magie. Eh bien, on va essayer, on va se faire plaisir. Alors, je vous ai emmené 5, on en a vu quelques-uns en coulisses précédemment. Je vous ai emmené évidemment mes 52 partenaires, comme ça vous pouvez les voir. Je vais le mélanger simplement pour être sûr que rien n'a été préparé en amont. Si tu gardes les bras croisés au moment d'applaudir, tu vas fissurer les côtes. Détendez et relaxez. On va couper le jeu, simplement mélanger. Et voilà l'idée. Même si mon jeu de cartes n'est composé que de cartes différentes les unes des autres, c'est pas moi qui vais faire le numéro de magie. C'est vous. Je vais vous demander simplement, tiens, on va le faire ensemble. Un chiffre porte-bonheur. Alors sur un jeu, il y en a 52. Je pourrais vous demander entre 1 et 52, mais on m'a dit en arrivant, tu n'as que 5 minutes. Alors coupons, je sais pas, entre 10 et 20 par exemple. Ok. Révélez-moi à haute voix. 14. C'est exact. On va l'utiliser. On va l'utiliser. Et on va l'utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 14, pour un magicien, c'est pas encore un chiffre magique puisqu'il est fait avec 2 unités. On va utiliser les deux. 14, 1 et 4 nous font 5. 1, 2, 3, 4. Je vous demandais de regarder la 5e carte sans me la montrer très discrètement. Ouais. Comme au poker. Ah, vous le faites très discrètement. Ah, je viens de l'avoir. Entre nous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. On va la reposer sur le jeu. De ce côté. Et je vais ranger l'ensemble ici sur le jeu. Pardon. Je vais essayer de deviner le nom de votre carte. Concentrez-vous sur votre carte. Ouais. Non, c'est très flatteur, mais pensez à la carte. Ok, alors on sait que c'est une carte noire. On se doute bien que c'est un pic. Ouais. Je pense que c'est une carte assez haute. Parce que vous avez eu un petit sourire lorsque vous la regardez. Et forcément, je pense que c'est un as de pique. Oui. Mais ça, c'est commun, on a l'habitude. On voit souvent des numéros de magie, que ce soit sur plateau, que ce soit en cocktail, que ce soit en événementiel. Je vais essayer de dévoiler le numéro de magie. Alors, comment on peut le faire à la maison? Simplement en retrouvant la carte. Pour retrouver la carte, il faut l'appeler. Et comment on pourrait appeler une personne? As de pique, même si on a mélangé et coupé. A-S, jusque-là, tout le monde devrait pouvoir suivre. D-E, P-I-Q-U-E. Si je fais bien les choses, je veux pas y toucher. Est-ce que tu veux bien toi-même retourner la carte? Bien sûr. Et malgré les mélanges, on peut se retrouver sur un as de pique. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, juste couper le jeu en deux, n'importe où. Et on va garder la coupe pour plus tard. Je le mets vraiment de côté pour pas l'oublier. Mais on a pris un as de pique. On aurait pu prendre n'importe laquelle. J'étais tellement convaincu que vous alliez choisir l'as de pique que je me suis amusé à l'accompagner de sa série, dans l'ordre chronologique. Ça a été mélangé dans tous les sens. 4, 3, 2, 1. Et quand je vois ça, je me dis, ça m'inspire le poker. Et si je vois le poker, il me faut un carré d'as. Et depuis le départ, on a ici un as de cœur, un as de trèfle et un as de carreau. Puis si je commence à jouer au poker, vous avez coupé à cet endroit, exactement. On aurait pu couper n'importe où, Elsa. Je veux pas le retourner moi-même. Est-ce que vous voulez bien récupérer la première carte? Si on a pu avoir une couleur, Elsa, si elle la montre pas. Elsa, posez-la là tranquillement. J'ai pas vu, hein. On peut la mettre face visible. Ah, ok. Je la retourne. Réellement. Un roi de pique. Ouais. Un roi de pique. Est-ce que vous voulez bien retourner la carte suivante? Est-ce que vous voulez bien retourner la carte suivante? Yvan Le Soir avec nous. Et voilà, cette révélée, il nous manque pour terminer, une quinte floche royale. Vous auriez la main sur n'importe quel point. Oh my god. Vous êtes tombé là-dessus. Je vous laisse reprendre une activité normale. On a encore, non, c'est fini. Non, c'est dingue. Tu peux en faire en 30 secondes? Ah, ça risque d'être un petit peu, 30 secondes. Sport. Ouais.
Alors, la suite sur les réseaux. Eh ben, la suite sur les réseaux, on va en Tellement profiter. fort. Bravo Eric, vous restez là quelques Bravo. instants. On va en profiter juste, les amis, pour d'abord, Eric Borner, vous le retrouvez évidemment sur l'Instagram. Soyez copains avec Elsa, parce que Elsa, c'est la reine de l'Instagram maintenant. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu. Voilà. Mélissa, vous êtes sur Instagram? Oui. D'accord, on va être copains tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'on revoie l'affiche encore du film une dernière fois. On va les libérer parce qu'elles vont partir au cinéma vous rejoindre. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que le film, c'est un bouquet fleuri, magique et drôle et émouvant. Et que les gens, justement, ça leur fera du bien de voir ça maintenant. Oui, et on a toujours des éléments de comparaison. En le voyant, je me suis dit, tiens, c'est un huis clos comme Le Prénom, où vraiment, on avait adoré, qui était un gros succès. Et en fait, ça a un petit peu ces ressorts-là, avec tous les tiroirs du rire qui s'ouvrent. Bravo, Mélissa, vous avez fait un beau film. Merci. Je vous libère, on marque une toute petite pause. Merci en tout cas à vous aussi, Elsa. Et on retrouve Martial Lebriff et Yvan Le Swarm après ça. Et retour en direct sur Alsace 20 avec la page littérature du mardi à la page Martial Lebriff. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Rosalie Lowy a encore frappé. Souvenez-vous de cet auteur extraordinaire, auteur d'un livre qui s'appelait à l'époque Un si bel endroit pour mourir. Je l'avais découvert sur un salon du livre d'Esquelbec il y a bien longtemps. Elle a eu le prix Femme Actuelle entre-temps. C'est une Française du nord de la France. Et là, elle vient de publier « Quand bruissent les ailes des libellules ». C'est l'histoire d'une petite fille et d'une grand-mère. La petite fille, elle, vient de se séparer, est en cours de séparation, et sa grand-mère, elle, est décédée. Elle va, au tout début du décès de sa grand-mère, découvrir un manuscrit dans lequel la grand-mère va raconter sa vie. Alors, ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage, c'est le rapport entre cette petite fille qui est dans sa vie actuelle, pleine de boum, et cette grand-mère qui raconte ses années 20, 25, dans sa campagne où elle était enfermée comme dans une prison. Et donc elle avait une vie spéciale, la grand-mère. Elle avait une vie spéciale, elle avait surtout envie de liberté, elle voulait devenir infirmière. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est le calque de la vie de la petite fille sur celle de la grand-mère, mais qui n'est pas écrit avec le même stylo. C'est absolument délicieux, c'est plein de poésie, c'est écrit, mais alors avec un rythme et une verve absolue. Je vous en lis un passage très rapidement. Dans un souffle, Eugénie fait voler sa culotte en air. Elle est nue. Sa blancheur irradie sous les raies de soleil à la limite de l'éblouissement. Mes prunelles sont aimantées par sa beauté, par sa nudité, la liberté frondeuse. Je marque un temps d'arrêt, par pudeur, par surprise, des pétillements étranges dans le creux du ventre, par honte aussi, de ces bizarreries qui m'agitent. La robe sur les hanches, ma chemise de percale en guise de sous-vêtement, je me sens empoté, plus que par 10 gourdes rassemblées. Quand bruissent les ailes des libellules. Oui, très bon bouquin. Vous pouvez le retrouver en librairie, il vient de sortir. Et c'est un livre de Rosalie Lowy. Elle en paraît très peu, mais à chaque fois, c'est le carton. Belle couverture pour celui-ci, c'est L'Iguane de Mona. Oui, je suis assez ravi d'ailleurs de l'avoir en avant-première pour vous, puisque ce livre sort dans 15 jours. D'accord. Alors, il s'agit en fait d'un livre qui va pouvoir surprendre et en tout cas encourager les gens d'une quarantaine d'années qui rêvent de changer de vie. Paul, en fait, n'aime personne, ni son voisin, ni sa famille. Enfin, si, sa famille, il l'adore, mais ni son patron, ni tous ceux qui l'entourent. Et il décide, un beau jour, lorsque son dentiste est en vacances sur l'île de Mona, et que lui-même a une rage de dents, eh bien, de changer de vie et de devenir l'iguane de son quartier. L'iguane, c'est celui qui ne fout absolument rien. Et il va être soutenu par sa famille, par sa femme, qui est prof de lettres, par son chien aussi. Et c'est un livre qui est à la fois drôle, complètement déjanté, oui, surréaliste, et qui apporte mais vraiment un vent et un souffle extraordinaire au lecteur, qui lui passe un excellent moment. Vous imaginez, Yvan, vous allez sur l'île de Mona et vous dites « je fais plus rien ».
Bah, c'est un pari, hein. Je suis pas sûr que ça dure longtemps, mais... En tout cas, et là, ça marche et ça dure. Ça marche parce que c'est un livre qui pose des questions, tout comme le premier d'ailleurs de Rosalie Lowy, c'est que vous avez envie de savoir si vraiment vous êtes dans le bon truc, si vous devez en profiter et pourquoi en fait la vie doit être croquée à pleines dents. Lingua de moda. En tout cas, ça me tente bien. Et on termine avec quelqu'un que j'aime bien, moi, František Svardon. Ah, si vous l'aimez, alors là, il a juste un nom qui est impossible à dire, František Svardon. Oui. Il a des très belles photos. Mais il est extraordinaire cet homme. Il a d'ailleurs énormément voyagé. C'est un Tchèque qui vit ici, il vit en Alsace. Et il a parcouru le monde pour faire des photos absolument extraordinaires. Et un jour, il se trouvait au Champ du Feu, il faisait quelques photos, et puis il a rencontré la maire de Belfos, qui elle lui dit, écoutez, il faut absolument faire un livre sur le Champ du Feu. Lui, il n'était pas vraiment convaincu. Et puis, il va nous sortir des clichés absolument extraordinaires à tomber par terre que vous avez que vous allez avoir à l'écran. Et alors, on a l'été, le printemps, l'hiver, tout est représenté. C'est beau, c'est un livre plein d'étoiles et de plaisir que vous pouvez, avant de vous coucher, en tout cas, prendre un maximum d'images en tête, rêver, et puis vous dire quand même que le Champ du Feu, c'est un des plus beaux lieux d'Alsace, et aussi pour l'astronomie, ne l'oublions pas, puisque c'est un haut lieu de l'astronomie de l'Est du pays et même de l'Est de l'ensemble de l'Europe. Voilà, magnifique photo de ces cimes enneigées avec un coucher de soleil derrière. Magnifique. On rappelle, il n'y a pas de nom sur ce titre? Non, ça s'appelle Le Champ du Feu, c'est de František Svardon. Voilà. Et tout cela, vous retrouvez bien sûr sur le site Alsace 20, www.alsace20.tv. Merci Martial, je sais que vous aurez plein de questions à poser à Yvan, ça tombe bien. C'est le deuxième invité avec un plateau exceptionnel que vous nous concoctez. C'est pour une course mythique qui s'appelle les 500 Nocturnes. De mémoire, c'est le 19 septembre. Si on en parle maintenant, c'est que les choses avancent bien, se préparent bien. On va rappeler donc, on connaît les 500 miles d'Indianapolis, ou faire 500 miles. Les 500 Nocturnes, faut-il faire aussi 500 km? Il faut faire 500 km. 500 km de nuit, donc 500 nocturnes, 500 km de nuit sur le circuit de l'Anneau du Rhin. En combien de temps c'est fait? En fait, ça peut durer 3h20, ça peut durer 4h20 en fonction des aléas de la course. Donc quasiment 150 km/h de moyenne, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas loin de ça. Spécificité, c'est qu'il y a évidemment ce qu'on appelle des vrais pilotes professionnels, des top drivers, mais également des amateurs éclairés. Oui, tout à fait. En fait, le sport automobile, on a mis des catégories sur notre course d'endurance, puisqu'en fait, il y a aussi bien des pilotes professionnels qui vont se bagarrer entre eux, des Yann Erlaché, des gens qui roulent en blanc-pain GT toute l'année, qui ont fait les 24 heures du Mans. Donc des pilotes professionnels, mais surtout des pilotes amateurs, des amoureux de sport automobile qui vont se faire plaisir. C'est comme un sport, parce que c'est du sport. On roule en GT, on se prépare toute l'année et on vient se faire plaisir en septembre prochain sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Et en image, ça donne ça. Voilà, c'est un événement évidemment grand public, donc on peut prendre son ticket et voir la course, mais on va dire que la vraie destination, c'est de faire un petit peu bouger, et c'est une bonne chose, surtout en ce moment, le monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on était parti d'un constat simple à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une société, on veut inviter ses clients, ses partenaires ou faire une sortie avec ses collaborateurs, eh bien, on peut les inviter au foot, au basket, au hand, au resto. Il y a plein de choses, mais autour de l'automobile, il n'y avait pas d'événementiel pour les entreprises. Donc on était parti de ce constat-là, et du coup on a créé un espace dédié aux entreprises, au centre du circuit. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a nos invités dans les coulisses d'une course. En fait, c'est beaucoup plus simple de venir chez vous voir de la belle course que sur un rallye. Sur un rallye, on voit le même virage, là on voit l'intégralité de la course. J'adore le rallye, mais on les voit passer une fois, et puis voilà, quoi. Donc là, et alors, vos ambitions pour 2020, c'est les ambitions pour 2020, c'est d'avoir un plateau encore plus fourni. Donc en 5 ans, on est passé de 12 à 25 voitures. Et avec, au début, on avait des petites voitures, des Clio Cup. Là, on a de plus en plus de Porsche, Ferrari, Lamborghini. Donc des très très grosses voitures, des Audi R8 LMS qui viennent concourir. Et surtout, ce qui est chouette, c'est qu'on a des écuries qui viennent de toute l'Europe. Au début, c'était vraiment
Alsace. Là, on a notre noyau d'écuries alsaciennes, parce qu'il y en a plein, des RSR, des SLR, Pegasus Racing, il y en a plein. Mais l'idée, là, c'est qu'on commence à accueillir des Belges, des Anglais cette année, des Espagnols, des Italiens, un petit peu de partout. Donc là, c'est vraiment une belle fête du sport auto. Et nouveauté pour 2020, chaque année, de grandes marques vous accompagnent? Oui, tout à fait. Donc cette année, on a... je peux pas encore le dire là, mais... Il faut le dire, exclusivité Alsace. Ça va être ça, c'est Ferrari, Lamborghini. La semaine prochaine, j'avais rendez-vous en Italie, donc vous imaginez bien qu'on a reporté un petit peu, mais ce sera une marque avec un animal sur le logo, une italienne. C'est simple, c'est Ferrari ou Lambo, c'est l'une des... C'est l'une ou l'autre, et ce sera plutôt la deuxième, mais on en parlera le mois prochain, on aura validé tout, quoi. Et on termine avec quelque chose qui tient littéralement à cœur à Eric Borner, oui. C'est l'aspect glamour de la soirée. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est que alors c'est une belle fête du sport automobile, on a des voitures, une course d'endurance, on est au cœur du circuit puisqu'avec ces invités on va aller dans la voie des stands, voir la grille de départ, les arrêts au stand, ravitaillement, changement de pilote. Donc on est vraiment au cœur de la course automobile, mais en parallèle de ça, donc c'est samedi 19 septembre, de 17h à 3h du matin. Et donc pendant ces 10 heures non-stop, on a des concerts, des cabarets, des défilés de haute couture, de la lingerie, pendant la course. La course c'est de 20h à minuit en fin de compte. J'ai participé dans les carrés VIP en rejoignant les invités, faire du close-up. C'est le top, c'est le top. Prendre les montres au passage. Voilà, c'est défilé de mode, c'est concert. C'est du show, c'est du chic, c'est du glamour. Et l'idée, c'est que tout ça est articulé autour du sport automobile pour passer une belle soirée en septembre prochain. Voilà, dernière question, les entreprises peuvent encore trouver des loges? Oui, tout à fait. Justement, en ce moment, on est en train d'attribuer les derniers emplacements. Il nous en reste une vingtaine, pour être tout à fait transparent, sur les 75 emplacements dédiés à des entreprises dans la région. Donc on peut, il faut juste nous contacter maintenant et puis organiser tout ça, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir, le soir, grande course des 500 nocturnes. Ça sera le samedi 19 septembre. C'est dans 4 mois maintenant, 5 mois 6 mois. 6 mois, Pile exactement. Poil, top chrono. Allez, moi je vais vous libérer tous parce qu'on va clore cette émission avec le tour des cantons et jeter un œil sur ce qui se passe actuellement sur les routes barinoises en cet hiver. Sinon, nous, on se retrouve demain, 19h. Salut. Si vous avez emprunté la RD 1420 récemment, vous l'aurez sûrement remarqué, les panneaux 90 km/h ont fait leur retour au bord de la chaussée. Depuis mercredi dernier, 6 voies express départementales sont repassées à l'ancienne limitation, une mesure permise par la loi d'orientation sur les mobilités qui permet aux collectivités d'opter pour l'une ou l'autre des vitesses maximales. Il y a eu plus d'accidents pendant la période à 80 km/h que la période à 90 km/h que nous avons identifiée sur l'année précédente. Donc on voit bien que, contrairement à ce qui nous a été dit, ce n'est pas une recette miracle pour réduire l'accidentologie. Et donc, en tenant compte de ces éléments-là, nous avons décidé de passer des routes départementales qui étaient en catégorie route express, de les repasser à 90 km/h. Ce sont des routes où les cyclistes sont interdits, où les piétons sont interdits, donc ce sont des routes qui sont sûres. Et puis, toutes ces routes-là ont été aménagées avec des ronds-points, avec des carrefours adaptés à cette vitesse. Donc, ils sont sécurisés. Ces routes que nous allons repasser à 90 sont des routes qui sont sûres et qui sont calibrées pour cela. Avec les beaux jours qui s'annoncent, les chantiers vont faire leur retour sur les routes. Alors 80 ou 90 km/h, peu importe, on lève le pied. Au bord de la chaussée, des agents du département et des salariés d'entreprises prestataires. Si tout est fait pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions de sécurité, il appartient tout de même aux automobilistes d'être vigilants. Les risques, il y a plusieurs risques, c'est-à-dire qu'il y a l'automobiliste qui n'est pas forcément concentré sur la route et ses abords. Donc là, ça pose un souci parce qu'on a quand même des agents qui sont sur la route. Il y a effectivement quelquefois aussi du bruit des machines, donc ils n'entendent pas forcément les véhicules qui approchent. Ils sont concentrés aussi sur leurs tâches. Généralement, il y a un balisage qui est prévu, il y a un tas de choses de prévues. Et pour les chantiers vraiment sensibles, on n'hésite pas, je dirais, à barrer la route justement pour que les agents puissent travailler en toute sécurité. Les agents du conseil départemental sont là pour assurer la sécurité des usagers de la route. Au conseil départemental, on souhaite donc que les usagers de la route soient vigilants afin d'assurer la sécurité des agents. Ainsi, dès que vous voyez un panneau jaune, veillez à respecter ces quelques conseils.
déjà lever le pied quand il voit des panneaux jaunes sur la route, donc c'est une signalisation temporaire, c'est momentané, donc il y a un chantier qui est en vue, donc c'est effectivement lever le pied, mais aussi regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours du chantier, s'il n'y a pas du personnel, on va dire à proximité, être aussi courtois. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens, de nombreux usagers ne sont pas courtois vis-à-vis de nos agents, vis-à-vis des agents de l'entreprise, mais vis-à-vis aussi des usagers de la route eux-mêmes. Donc c'est effectivement ralentir, laisser passer la voiture qui vient en face, des gestes de courtoisie et de bon sens, je dirais, d'éducation, et ça c'est important. Des images rares cet hiver tant la neige s'est fait attendre. Pourtant, quand elle tombe, les équipes du département doivent répondre présent. Ce jour-là, pour Frédéric et son équipier, la journée a commencé de bonne heure. Je me suis levé à 3h30, j'ai pris mon café, je suis parti au boulot. À 5h, on a décollé. Et puis depuis 5h, on est dans le camion, il est 9h22 et on n'arrête pas de déneiger. La route était bien enneigée, elle est un petit peu verglacée en dessous et on a eu en hauteur entre 7 et 8 cm de neige par endroit. On a eu une belle couche de neige là. Cette nuit, on a été gâtés. Ah, j'adore, c'est vraiment fabuleux, c'est un super boulot qui est super intéressant, qui est diversifié. Et puis là, on n'a pas de chance, on n'a pas le soleil, mais d'habitude, quand il y a le soleil, c'est encore plus beau, quoi. Là, je vais faire la 130 parce qu'il y a une voiture qui est bloquée là-bas. Au niveau de la carrière, on va aller voir si on arrive à dégager quelque chose. Les équipes du département sont mobilisées dès la fin de l'automne en prévision des premières neiges et jusqu'à la fin de l'hiver. Si ces dernières années, les gros épisodes neigeux se font plus rares, la période hivernale reste un temps fort pour les hommes en jaune, l'occasion pour les conducteurs des engins de faire la démonstration de leur savoir-faire. C'est beaucoup de concentration, mais par contre c'est aussi un plaisir quoi, de pouvoir d'avoir un gros camion entre les mains et puis d'avoir la chance de faire du déneigement, c'est vraiment très agréable, quoi. Mais c'est beaucoup de concentration. De toute façon, on fait ça par plaisir, on ne fait pas ça par nécessité non plus. Alors le boulot, bien sûr, mais c'est vraiment un plaisir le déneigement. On l'attend avec impatience, la neige. Il n'y a pas que la neige qui encombre les routes. Toute l'année, les bouchons ralentissent les Barinois. Covoiturer sur ces trajets du quotidien, un choix qu'a fait Sylvie. Ce matin, elle passe prendre Elisa. Toutes deux travaillent au conseil départemental à Célestat. L'occasion de discuter, mais aussi de faire un geste citoyen. On entend parler de plein de choses concernant la planète et les véhicules en font partie par rapport à la pollution et aussi une certaine économie au niveau financier, au niveau du carburant qui voilà, les prix s'envolent donc on essaye de faire des économies. Toutes deux ont été mises en relation par Oxycar, une application que le conseil départemental, leur employeur, met à disposition de ses agents. Les employés s'inscrivent et un algorithme optimise le remplissage des voitures en fonction de nombreux paramètres. Pour la collectivité, il faut montrer l'exemple pour des raisons environnementales, mais aussi économiques. Les entreprises alsaciennes perdent à peu près 200 millions d'euros par an au regard des bouchons qui existent et du temps perdu dans les déplacements. Donc notre enjeu, c'est de montrer l'exemple et à travers le développement du covoiturage, réduire l'emprise automobile sur les routes. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,04 personnes dans les voitures. Donc si on passe à 2, on sait très bien qu'on réduirait le nombre de voitures et donc le trafic, la densité du trafic. Donc notre enjeu à travers cet exemple qu'on porte au niveau du département, c'est d'encourager beaucoup d'entreprises et collectivités à mettre en œuvre le même outil. Si chaque Alsacien se rendant au travail covoiturait une fois par semaine, le trafic routier en serait réduit de 10%. De quoi donner à réfléchir dans les bouchons.